Donc, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Toujours 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard, animation, accompagné de Pierre Pajot. Bonjour, Pierre. Bonjour, Guy Ménard. Et, bien sûr, Robert Daudelin va également, se greffer à nous, entre autres pour le deuxième segment avec Aïda Maigre-Touchet, afin de parler de les flâneries du Voyant. Du Voyant. Donc, toute l'émission d'aujourd'hui est consacrée au 21e Rencontre internationale du documentaire de Montréal, festival qui se termine, rencontre qui se termine ce week-end. Nous avons aussi consacré quelques minutes à une rétrospective parce qu'il y a des très, très bons films ce week-end. Donc, Robert et moi-même, nous allons un peu en discuter à la fin de l'émission. Et nous recevons en ce début d'émission Julien Faraud. Bonjour, Julien. Bonjour, Julien. Bonjour à vous. Afin de parler de John McEnroe, L'Empire de la perfection, qui est présenté dans le cadre de RIDM en clôture. Hein? C'est ça, exactement. Oui. Un honneur pour moi de présenter ça, d'avoir une sorte de point final. Ouais, ce film a circulé beaucoup avant, quoi? Ou... Oui, il a déjà une belle petite vie. Ça fait à peu près 6 mois qu'il a été presque sur tous les continents, sans moi. Oui, je pense le film aussi a profité de... On a surfé, on a exploité l'image, la grande notoriété de McEnroe. Je pense que c'est une figure très internationale aussi, donc il y a beaucoup d'attentes et de nostalgie autour de ce joueur. Oui. Et donc je suis toujours très bien accueilli. Les gens attendent ça, de revoir la légende. Et la question, lui, a-t-il vu le film? Oui, alors ça a été assez compliqué. J'ai jamais éprouvé le besoin de l'associer au film. Non, parce qu'au départ, c'est pas ça. En tout cas, continue. Exactement. Mais malgré tout, dès le départ, je me suis dit, par courtoisie, par politesse, il était évident qu'il fallait qu'il soit au courant de ce projet. Et donc, on a essayé de le contacter. Il a fallu travailler avec son agent, qui est un agent de joueur assez réputé. Et ouais, donc il a très bien fait son travail d'agent. Donc, il a fermé un peu la porte, les discussions, et donc on n'a jamais trop su quelles informations filtraient ou pas. Et puis, à la faveur donc de la programmation de ce film, et puis des premiers retours de presse qui étaient assez bons pour nous, il a commencé à plus s'intéresser au projet. Je pense qu'au départ, il devait se dire un film d'instruction, documentaire de création. Un petit français. Est-ce qu'il est étudiant en cinéma? Il me parle de... Moi, je parlais de références, etc. Bon, je pense qu'il devait être très loin de tout ça, et donc il avait peut-être du mal à identifier et à prendre le projet au sérieux. Et puis finalement, donc, on a demandé... mon producteur a dû se mettre d'accord avec l'agent pour pouvoir exploiter le nom, notamment, et l'image de son client. Et puis, il n'a même pas daigné nous dire s'il avait vu McEnroe. Et finalement, il a dit... L'agent a envoyé un message assez lapidaire, sans dire ni bonjour ni au revoir. Et dans le message, il y avait marqué « He liked it ». He liked it. Ah. So he saw it. Oui, I guess. Vous l'espérez? Non, 6 mois plus tard, le film est sorti aussi aux États-Unis. Et McEnroe a envoyé un message à mon producteur lui demandant un lien pour ses amis et ses proches, disant qu'il avait aimé le film. Donc je pense ça a fini par être une forme d'adoubement, ce message. Voilà, mais j'ai pas eu de contact direct avec lui, j'ai pas eu son retour personnel. Ça veut dire qu'il a accepté le fait quand même que votre film... Oui, c'est McEnroe qui est au cœur, mais c'est en partie un prétexte pour autre chose. Donc, il faut qu'il accepte l'idée que vous voulez parler du genre et du travail de cinéma et tout. Ouais. Il a tout accepté ça. C'est bien. Moi, j'avais un petit peu peur peut-être sur la question plus intime, notamment le rapport avec ses parents. Il a perdu ses 2 parents au moment où je terminais le film, coup sur coup, à quelques mois d'intervalle. Et puis, il y avait quand même cette fameuse finale qui clôture mon film, qui reste extrêmement traumatique pour lui. Bien connu, mais oui, traumatique. Il s'est juré de jamais revoir cette finale, donc est-ce qu'il peut supporter de voir 20 minutes inconcentrées d'émotion? Je ne sais pas s'il a pu accepter de regarder cette séquence. Mais c'est important de mentionner que oui, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi chargé de collection cinématographique là, à ce qu'on appelle l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise, de la performance. Et le fait d'être chargé de collection cinématographique vous a donné accès à une quantité exceptionnelle d'archives, je dis sportives, mais dans ce cas ici, du tennis.
Oui, on vous voit avec l'amoncellement de vieilles boîtes en métal. Là, hein? Tout à fait. Calmabec. Ma première casquette, mon premier métier, c'est effectivement, je suis en charge d'une collection de films, qui est une collection relativement modeste. Il y a 2500 films, mais que vous ne retrouvez nulle part ailleurs en France, ni à l'Institut national de l'audiovisuel qui conserve les archives télé, parce que ces images n'ont pas été télédiffusées, ni aux archives françaises du film, parce que c'est des films qui n'étaient pas destinés à l'exploitation commerciale et à la salle de cinéma. Donc c'est un fonds qui est tout à fait unique, relativement modeste, mais très intéressant parce que il échappe aussi un peu à l'histoire du cinéma. Les films d'instruction qui composent principalement cette collection, ça n'intéresse pas beaucoup les historiens du cinéma, ça n'intéresse pas du tout les critiques de films. Ça sort un peu des radars. Le film d'instruction, pour moi, j'appelais ça presque le degré zéro de cinéma. Et du coup, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir s'il y avait quand même un petit peu de cinéma là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup plus que prévu. Et c'est là qu'on découvre, en tout cas, moi, quelqu'un que j'avais déjà entendu son nom à droite et à gauche, mais qui, je veux dire, a passé sa vie à filmer, je veux dire, principalement des matchs de tennis, donc Gilles de Kermadec. Et qui est aussi un hommage à lui indirectement. Oui, qui est une façon finalement, c'est ça, de lui rendre hommage, à la fois aussi son travail sur la position de la caméra lorsqu'on filme un geste sportif, mais également toute une réflexion sur le temps, le rythme, la durée. Et c'est ce qu'on voit dès les premières images du film. Oui. C'était votre intention, je veux dire, de prendre ces images-là et de leur donner finalement une couleur cinématographique, une vocation cinématographique. Ce qui m'a fasciné chez Gilles, c'est que, comme j'ai expliqué, le film d'instruction, le film à usage pédagogique, où il y a aussi le film scientifique, il y a plein de pans du cinéma qui en fait ont une fonction utilitariste. C'est un outil à la fois d'observation et aussi un outil pédagogique pour pouvoir transmettre par le biais de l'image, en faire une sorte d'auxiliaire pédagogique. Et donc Gilles est en dehors de l'histoire du cinéma, il est en dehors de l'industrie du cinéma, mais je m'aperçois qu'il a son cheminement est assez curieusement le cheminement du cinéma mondial. Il commence avec des films d'instruction dans les années 60 qui sont extrêmement dogmatiques, qui rappellent le film de studio, où il y a des marques au sol, où les comédiens devaient on voit se placer dans la lumière, et là, là, le mode opératoire est relativement proche. C'est une mise en scène extrêmement contraignante, où les comédiens doivent... Et donc là, le joueur de tennis, qui est le meilleur joueur français qu'on voit à l'image au début du film, Robert Hayet, il est totalement ridicule. C'est un pantin, il ne peut pas s'exprimer au niveau gestuel. Et donc, Gilles prend conscience qu'il fait fausse route. Il n'est pas en train de montrer du tennis. Et donc, sa première grande prise de conscience, c'est de dire il va falloir filmer pendant la compétition, parce que c'est le seul moment de vérité dans le sport. Les gens ne seront pas semblants, ils seront obligés la tension, ce moment de vérité, vraiment il faut gagner. Il faut gagner. Et puis, on n'est plus du tout dans l'intellect, c'est l'intelligence rachidienne qui opère, c'est le corps qui pense à ce moment-là. On réagit comme... Et du coup, il fait une sorte de nouvelle vague à lui. Il dit, on va plus écrire, on va plus prévoir, et je ne sais pas ce que je filme. Je mets ma caméra, mais c'est un match, et quand j'ai un joueur comme John McEnroe, les points peuvent s'arrêter pendant 5 minutes, on reprend 1 heure après parce qu'il veut refaire le terrain, et du coup, il se met à filmer ça, et il subit... il est dans un mode opératoire totalement différent, et j'ai trouvé que cette prise de conscience était extraordinaire, parce que il le fait pas par suivisme ou parce que oui, ça y est, maintenant on peut plus tourner en studio, il faut faire tout le monde doit faire sa nouvelle vague. Il me fait penser un peu à Picasso qui arrive à Paris, et puis ses premiers galeristes lui montrent des choses, et Picasso, il a tout de suite identifié, par exemple, il adore Cézanne, mais il a jamais appris que Cézanne, il fallait aimer. Il a juste dit, ça c'est un des plus grands peintres de l'histoire. Et le galeriste lui dit, mais oui, vous avez raison, c'est effectivement un des plus grands. Là c'est pareil, Gilles, on lui dit pas ce qu'il faut penser ou faire. Il pratique, il a une utilisation aussi tout à fait primitive, dans le sens noble du terme. La caméra est un outil pour capter le mouvement, le vivant. Donc, il était peut-être en dehors de l'histoire du cinéma, mais il se référait à un de ses inventeurs,
Étienne Jules Marais. Étienne Jules Marais et Georges Demny, qui ont inventé, qui ont développé à partir de la chronophotographie les premiers appareils de pré-cinéma. Par exemple, moi, à l'INSEP, je conserve dans les collections les chronophotographies ou ce qu'on appelle le phonoscope, qui est une sorte de chaînon manquant entre la chronophotographie et le cinéma, qui précède de 5 ans les Frères Lumière. On a des images animées à l'INSEP de 1891-1890. Les gars Muybridge aux États-Unis, là, qui avait commencé aussi à découper, analyser le mouvement des chevaux, il y avait comme une préfiguration de la façon dont le cinéma allait... Oui, et nous, on milite, on s'amuse un peu à ça, mais c'est un petit peu extrapolé, mais malgré tout, on pense qu'à l'INSEP, on a les traces... Il y a des origines sportives au cinéma. Oui. Puisque c'est l'analyse du mouvement qui a débouché à cette invention. Et donc, on a souvent utilisé des sujets sportifs au début du cinéma. Alors d'abord, pour améliorer la technique et créer ces caméras, mais ensuite pour lancer l'industrie aussi. Aux États-Unis, Edison, par exemple, va beaucoup s'appuyer sur la boxe. Oui, la boxe. Parce que du fait de la notoriété de ce sport, il y avait une grosse demande des habitants, parce que la boxe aussi était un peu interdite à cause des paris. Et donc Edison, intelligemment, alla plutôt dans le côté exploitant, en fait, pas l'inventeur. Il avait senti que on pouvait profiter de la notoriété de la boxe. Donc il y a vraiment... Il y a une enfance partagée entre le sport et le cinéma. Après, les deux étant devenus des industries, on va dire dans les années 20, ils ont après ils se sont un peu séparés et chacun a vécu leur vie. Mais je crois que, on va dire de 1890 aux années 20, il y a une vraie confusion entre les deux. Il y a beaucoup de sportifs qui deviennent comédiens. Il y a tout le star system, tous les grands... Je ne sais pas, pour prendre un champion français assez connu, Georges Carpentier, un des premiers grands boxeurs. Il allait aux États-Unis, il était reçu par Douglas Fairbanks, ou il allait chez Chaplin. Et inversement, quand les stars arrivaient à Paris, ils venaient les voir Maurice Chevalier. Maurice Chevalier a été un super bon boxeur, semble-t-il, avant d'être un chanteur. Alors donc... C'est le meilleur ami de Georges Carpentier. Voilà. Donc il y avait une espèce de mélange comme ça entre... les premières stars du sport et les premières stars du cinéma. Et ce principe de starification, de star system, je crois que ça a été un peu les deux. Il y avait beaucoup de sportifs qui avaient des surnoms aussi, comme si c'était des pseudonymes, c'était devenu des images publiques. Bon, on a fait une grosse digression, mais... Non, mais McEnroe est dans la ligne exacte. Là, mais je pense que c'est intéressant parce qu'effectivement... Avec le titre John McEnroe, l'Empire de la perfection, on peut avoir l'impression que c'est un film sur McEnroe. C'en est un. Mais je pense qu'aussi, c'est un prétexte pour, surtout dans la première partie, parler finalement de cinéma, parler finalement du rapport au corps, du rapport au sujet, la position de la caméra, la position de la caméra, la durée, et ainsi de suite. Et c'est là que je trouve que le film, je veux dire, devient intéressant. Et qui nous fait comprendre que ce joueur, il est exceptionnel parce que, je veux dire, il y a une façon de se positionner qui est différente et qu'il faut l'inventer, qu'il faut inventer un jeu, comme les grands cinéastes doivent aussi inventer leur manière de faire ou leur rapport au réel. Et le lien est très, très habile. Il n'est pas donné, il nous est, dans le fond, je pourrais dire, en sous-trame, associé à John McEnroe, mais le spectateur voit assez rapidement que 1 plus 1 ici font 2. Hein, en fait. Alors, il faut rappeler à nos auditeurs que dans les années 80, c'est la décennie de la grande bascule vers la vidéo et que toute la télévision tourne en vidéo et que c'est donc impossible de voir des matchs de cette époque en film. Ouais. Et donc moi, quand j'ai redécouvert des rushs en 16 mm, qui est un format cinéma peut-être un peu plus, pas amateur, mais un peu moins habitué pour la fiction, qui était le 35, mais malgré tout avec donc, une pellicule grainée, avec des caméras de cinéma. Et du coup, j'avais accès pour la première fois à une toute autre vision. Donc ce ne sont pas les caméras à la télévision, des caméras de cinéma, avec des emplacements, comme vous l'avez dit, différents. Et avec, on va dire, la première grammaire cinématographique, qui est le plan séquence. Le plan séquence qui va être sur un joueur, le but n'étant pas de la retransmission de l'événement, mais on s'intéresse à un individu, et donc on est détaché
de la continuité du match. Et du coup, c'est une vision totalement nouvelle. Bien sûr, sans commentaire, mais avec un Agra qui va prendre le son au bord du terrain, donc qui va nous donner une ambiance. Et donc, moi, j'ai eu un vrai choc émotionnel la première fois que j'ai chargé la 16 mm sur la table, de voir ces images en 16 mm avec le son, c'était extrêmement immersif. Et puis, c'est le moment d'expliquer aussi que le matériau qui m'a servi de base pour le montage, ce sont des rushs. Lorsqu'on tournait encore en pellicule, il fallait bien entendu envoyer les rushs, ce qui est issu du tournage, les images qu'on a tournées dans les laboratoires. Et ces laboratoires conservaient les supports photochimiques pendant toute la chaîne de post-production et même pendant des années. Et les laboratoires détruisaient les rushs parce que ça prenait beaucoup trop de place. Donc pour nous, l'exemple qui nous concerne, Gilles avait fait un film sur McEnroe qui durait 30 minutes et moi j'ai retrouvé 20 heures. Ah ouais. Et donc c'est un matériau qui est miraculé. Moi j'ai très peu de rush dans mes collections. Et ce qui est extraordinaire dans le rush, j'ai découvert que c'était une sorte de making-of consubstantiel au film. On n'a pas besoin de tourner un film sur le film. Vous avez tout ce qui précède et succède ce qui est conservé au montage. Et du coup, il y a les mouvements d'appareil, il y a les mises au point, les diaphes, on voit le preneur de son, les claps. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est que je ne voulais pas parler de tennis puis de cinéma, mais des deux en même temps. Et ces images me permettent d'avoir comme deux calques, deux filtres. On voit un match de tennis McEnroe et on voit le tournage d'un film en train de se faire au même moment. Et voilà, ajouter même à ça l'idée que McEnroe est un metteur en scène. Ben oui, il aime la scène où il est avec sa reproduction, la maquette, puis là, il joue. Il est un peu... mais c'est le... Cabotin, non, je ne sais pas trop, mais l'idée, moi, je trouve intéressante, c'est que c'est un point de vue un peu différent, parce que souvent, McEnroe était considéré, et je pense qu'il l'est, l'enfant terrible, comme un acteur. Et là, vous arrivez et vous dites, non, c'est pas un acteur. Au contraire, il est incapable de jouer. C'est un metteur en scène. Et on est encore en cinéma, mais ça nous amène toute une autre perspective, je veux dire, du rapport que l'autre a avec la caméra. Alors que lui, il n'est pas dans ce rapport-là. Il est au contraire, il veut diriger. Il est dans l'ultra-contrôle. Et dans l'ultra-contrôle à tous les niveaux. Et cette lecture que vous faites, bien sûr, avec des propos de Serge Danet, aussi critiques de cinéma et de tennis, nous ouvre une toute autre perspective sur le personnage de McEnroe. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais à cœur de voir un petit peu ce qui se cachait derrière le mythe, le personnage, parce que avec l'exploitation aussi commerciale qu'il y a eu, les publicités depuis, les caméos dans les films, on connaissait le colérique, le jamais content. Je voulais retrouver le joueur, je voulais retrouver un joueur de tennis au travail et essayer de déconstruire un petit peu tout ça. J'avais l'impression aussi qu'il était assez mal compris, qu'il y avait il était tellement ambigu, mais lui-même, il donnait l'impression d'être comédien ou d'être... Et donc, il a fallu faire ce travail d'explication un petit peu. Et la première clé pour moi de compréhension, ça a été quand j'ai travaillé avec un psychologue clinicien, Cédric Quignon-Fleuret, qui est en charge du suivi des athlètes, le suivi psychologique des athlètes de haut niveau à l'INSEP en France. Il me dit, alors je lui demande de faire une sorte de portrait psychologique, et Cédric me dit, c'est un perfectionniste. Perfectionniste, ah oui, alors, au début, dans votre film, mais oui. Au début, je suis resté un peu sur ma faim parce que je trouvais que le terme était assez ordinaire et j'allais voir un ponte en psychologie clinique. Et en fait, en parlant avec lui, j'ai compris que c'était réellement une clé de compréhension parce que on vit dans un monde qui est, par définition, le monde qui nous entoure, imparfait, incontrôlable, on ne sait pas ce qui va arriver. Et du coup, le perfectionniste, il se met lui-même dans une position d'insatisfaction permanente, de frustration permanente, parce qu'il n'a pas l'emprise sur tout, c'est jamais parfait. Et ça explique pourquoi McEnroe est tout le temps dans cet état second, pas sur un point ou un autre. Alors, il y a des fois, ça monte plus que dans les tours, mais globalement, il met un pied sur un court, il est déjà en train de regarder celui qui fait trop de bruit, celui qui est mal assis, le terrain qui n'est pas bien. Alors, donc, le perfectionnisme, c'était déjà une grande clé de compréhension. Après, la deuxième chose que j'ai aussi redécouvert, c'est son hypersensibilité. Oui. Les gens étaient tous conscients qu'il avait une sensibilité extraordinaire pour jouer comme ça, tout à la main, avec un sens du jeu extraordinaire, jamais répondre
un problème 2 fois de la même manière, trouver toujours la meilleure solution, aucune routine extraordinaire. Mais du coup, on n'avait pas relié ça avec son comportement. Et c'est la même hypersensibilité qui prend parfois donc le bon côté, c'est que ça fait un joueur de génie au niveau gestuel, mais qui est tout le temps dérangé par n'importe quel bruit, par l'intervention des autres. L'autre est déjà une agression pour lui. Et comme il est perfectionniste, il a tendance à rejeter sur les autres l'attente qui lui-même s'impose. Il a beaucoup d'attentes. Il faut que les arbitres soient au niveau, il faut que le public soit au niveau lui-même, etc. Et alors du coup, là, on commençait aussi à comprendre de mieux en mieux cet hypersensible perfectionniste. Et je crois que s'il a su, parce que lui-même en parle, il a su exploiter, entre guillemets, en tirer parti de ses colères. Donc les gens ont résumé au fait que c'est un peu un tricheur parce qu'il se met en colère et il gagne le point derrière. Mais la grande nuance que j'ai voulu apporter, c'est que l'émotion première, cette colère, ce sentiment d'injustice, là, il ne peut pas le provoquer. C'est quelque chose qui ressort et il sait quoi en faire, mais il ne peut pas être comédien. Pour moi, il y a une grande sincérité. Il ne faut pas prendre McEnroe au second degré. C'est quelqu'un qui est très, au contraire, au premier degré. Il n'a pas beaucoup d'humour, il est très... C'est premier degré, McEnroe, pour moi. Donc, cette sincérité, moi, j'y croyais beaucoup et je voulais montrer ça dans le film. C'est pas un comédien. Et c'est un metteur en scène parce qu'il est dans l'ultra-contrôle. Il veut tout diriger. Et c'est intéressant. Et ça ressort dans le film. Ça ressort dans le film. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore là, je reviens avec le titre, parce que c'est un personnage très connu, John McEnroe, parce qu'il y a eu beaucoup de films, en fait de reportages plutôt, qui ont été faits chez les sportifs, sur les sportifs, alors que dans votre cas, c'est une œuvre cinématographique. Il y a une réflexion à la fois sur le cinéma, mais il y a aussi une réflexion sur l'homme, et vous nous amenez ailleurs, vous nous amenez dans une autre dimension, dans ce travail sur la réappropriation des images, réappropriation même du grand match dont on a parlé un peu tantôt avec Ivan Lendl, et dans une relecture presque historique du sport. Oui, comme on l'a évoqué précédemment, je trouve qu'il y a des liens très forts entre le sport et le cinéma, qui sont donc des liens presque filiales, historiques en tout cas. On l'a évoqué dans les premières années du cinéma. Et du coup, moi, comme c'est deux activités, deux mondes qui me passionnent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passerelles et de choses à développer, parce qu'il y a des liens presque intrinsèques, forts. Et souvent, les films sportifs restent très en surface. J'ai voulu convoquer, du coup, dans le film, deux personnalités qu'on a considérées en France, on va dire, un peu comme des intellectuels. C'est Jean-Luc Godard et Serge Danet, qui, dans les deux cas, ont eu une vision et ont écrit, ont pensé des choses sur l'image de sport qui sont extrêmement éclairantes, pertinentes et aussi très sincères. Il n'y a pas de... En France, très souvent, dès qu'il y a un événement sportif, on va demander à tel ou tel intellectuel ou écrivain de dire un mot. Puis... Alors, il se trouve ça assez cool, ça rajeunit un peu son image, mais c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas vraiment au sport. C'est très cloisonné en France. Il y a le monde du cinéma, le monde du sport, c'est deux mondes très séparés. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas dans les pays anglo-saxons. Au contraire, ici, tous nos cinéastes jouent au hockey. Ou à peu près. Pas tout, mais une grande majorité. Nous, c'est très clivant et je le regrette. Et du coup, par exemple, pour parler de Jean-Luc Godard, il a développé depuis qu'il est cinéaste presque une façon de s'exprimer aux journalistes ou publiquement. Alors là, pour le coup, pas du tout au premier degré, mais en s'amusant on sait pas trop, on sait plus trop la question quand Godard répond à son interviewé. Et il joue un peu à ça, il est dans la provocation. Enfin, en tout cas, on ne sait jamais trop si c'est du lard ou du cochon. Bon. Et du coup, les gens, parfois, on va jusqu'à dire qu'il a des propos des fois un peu fumeux, un peu. Et quand on lit, par exemple, l'article qu'il avait donné pour le journal L'Équipe, un des plus grands quotidiens sportifs en France, en 2001, là, on trouve un autre Jean-Luc Godard qui est extrêmement clair, et puis avec une grande acuité, une grande précision sur comment filmer le sport. Et j'avais l'impression que les gens continueraient à ne pas le prendre au sérieux, enfin en tout cas le prendre dans la provocation. Et j'ai donc tiré de cet article cette phrase que je mets au début du film, le cinéma ment et pas le sport. J'avais l'impression que les gens ne comprendraient pas la phrase, et finalement mon film est une sorte d'explication de texte d'1h30 sur cette phrase.
Et pareil pour Danet, c'est quelqu'un qui donc a dirigé les Cahiers du cinéma, une des plus grandes revues de cinéma françaises, et qui a quitté ce poste de rédacteur en chef pour aller écrire du tennis dans le journal Libération, qui est aussi un des plus grands quotidiens français. Donc c'était étonnant. Je connaissais l'existence de ces textes, mais je les ai relus. Et là aussi, j'ai découvert vraiment une vision très personnelle, souvent qui dépassait même les spécialistes, les journalistes sportifs de tennis. Donc, donnons un exemple, parce que je trouve que c'est quelque chose que j'ai voulu mettre aussi en application de ce que propose Godard. Il a cette vision très intéressante, il dit, quand vous voyez un match, prenons un match de hockey, le score ne reflète pas forcément la physionomie du match. Il y a des matchs qui semblent un peu embêtants, il y a des matchs survoltés, des matchs qui vous paraissent longs et d'autres courts. Et pourtant, quand je les regarde à la télé, ils sont tout le temps filmés pareil. Et du coup, lui, son vœu de cinéaste, sa version cinématographique de la retransmission télé, il disait, bah non, si le match semble palpitant, on va couper beaucoup plus le montage. Si c'est lent, on va faire des longs plans séquences, on va ralentir le rythme. On va imprimer, on va faire quelque chose qui colle à la physionomie du match, à son rythme. Et j'ai trouvé que c'était une idée fantastique. Et donc, à laquelle j'adhère depuis longtemps. Et je donne juste un exemple dans mon film, par exemple, pour parler de cette finale. Vous avez un moment où Lendl reprend un peu pied. McEnroe a un problème visiblement de condition physique. Il commence à chuter un peu physiquement. Et du coup, je me suis amusé à prendre les 3 caméras et à faire un montage cumulatif où on revoit 3 fois la même balle. Oui, cumulatif. Et donc pour moi, c'était un moyen de cinéma d'expliquer quelque chose qui se passait dans le match. Et qu'est-ce qui se passait ? Lendl a une frappe assez lourde, sèche. McEnroe commence à perdre. Et le fait de revoir 3 fois la même course, vous avez vraiment l'impression, vous avez un sentiment de pénibilité. C'est difficile d'aller chercher cette balle. Et le fait de la revoir 3 fois, voilà comment le cinéma peut traduire quelque chose qui existe dans le match. On ne peut pas finir sur des aussi beaux mots. On a pu en parler énormément parce qu'il y a des références à Chris Marker dans votre film. Oui. Il y a plein d'autres choses dont on aurait pu discuter. Puis on peut faire même des liens avec un cinéaste canadien qui s'appelle McLaren, qui a filmé Le Temps, un peu comme le début de nos cinéastes du cinéma direct, mais bon, on doit s'arrêter. J'aime beaucoup aussi Guy Madin. Je me réapproprie beaucoup les images des autres. Ah oui? Et donc, on rappelle que le film est présenté en clôture ce soir, donc à 19h. S'il n'y a plus de billets, vous avez la possibilité également de le voir au cinéma moderne demain à 14h. Donc, on rappelle que c'est bien sûr dans le cadre des Rencontres internationales du documentaire de Montréal. Merci beaucoup, Julien Faraud. Merci, John Julien. McEnroe, L'Empire de la perfection. Très beau film. Merci infiniment pour votre invitation. J'étais ravi d'y participer. Merci. Merci.